Élections européennes 2019, les projets de politique agricole européenne des principaux partis. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Comme je le disais, je ne pense pas être en retard. Alors le temps qui nous est imparti est relativement bref, d'autant que vous avez beaucoup de choses à attendre cet après-midi. Donc pour ma part, je me bornerai dans un premier temps à énoncer les grands principes. Les grands principes de ce qui peut être notre politique et notre action en matière agricole, je dirais plus largement en matière alimentaire, en matière territoriale et en matière de juste échange. Une fois que j'aurai énoncé ces quelques grands principes, j'essaierai d'en arriver à la déclinaison de ce que nous voulons faire à la fois au niveau national et au niveau européen. Parce qu'évidemment, il faut parler de la PAC, mais évidemment, il faut aussi parler de quelle ambition a la France pour son agriculture, pour ses agriculteurs et pour ses territoires. Donc sans plus attendre et sans de longues introductions, un premier point, quels sont les principes qui dirigeront notre action en matière d'agriculture? En commençant cette intervention, j'ai à l'esprit une phrase d'Henry Kissinger. Henry Kissinger a dit il y a déjà longtemps, je crois que c'était dans les années 70, on tient les États par l'énergie, on tient les populations par l'alimentation. Donc le premier point de nos convictions, c'est que l'agroalimentaire, l'agriculture, la production agricole, c'est un élément stratégique, c'est un élément d'autonomie, d'indépendance et c'est un élément de puissance vitale. Ça a pour nous une conséquence importante. Depuis trop d'années, sous l'égide d'une doctrine aberrante de la concurrence au sein de la Commission européenne, mais aussi de l'acceptation par nos gouvernements successifs d'une globalisation naïve qui détruit nos territoires, appauvrit nos classes moyennes et a désindustrialisé le pays, nous avons abandonné des mots que nous pensons justes et que nous entendons réhabiliter. Ces mots, c'est politique industrielle, ces mots, c'est politique des revenus et de l'activité, et ces mots, c'est tout simplement l'intérêt national avant tout. Voilà peut-être les deux grands principes qui dicteront notre action. Je ne voudrais pas en sauter un troisième qui personnellement m'est cher. Nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds. Nous croyons réellement que l'idéologie du nomadisme, nous sommes tous des migrants comme les autres, nous sommes tous des nomades, est fausse, qu'elle est totalement dépassée. Et le progrès, il est dans nos territoires, il est dans l'enracinement de nos populations sur leur territoire, et il est dans produisons nous-mêmes tout ce que nous pouvons raisonnablement produire pour nous. C'est Keynes 1934. Et c'est pour nous la voie de l'indépendance agricole, qui est aussi une des voies de la puissance de la France et de l'Europe. Alors une fois énoncé ces quelques convictions, j'irai un peu vite sur j'appellerais la sortie des mensonges européens. Mensonges européens que sont par exemple des prix mondiaux des produits agricoles. Vous savez que seuls les quelques surplus fondent ce qu'on appelle les prix mondiaux de l'agriculture et que à peu près partout, d'une manière ou d'une autre, généralement les plus voyous sont ceux qui prétendent n'avoir aucune disposition d'aide, mais tous les grands pays du monde ont des politiques agricoles exigeantes en termes d'aide, en termes de subventions aux exportations et, pour le dire clairement, en termes de manipulation des prix. Donc sortons de la naïveté à cet égard. Sortons d'une autre naïveté qui est que le libre-échange, parce qu'il permet d'abaisser les prix, bénéficie aux consommateurs. Je ne vais pas reprendre l'image très utilisée, mais enfin beaucoup avec leur caddie au supermarché réussissent simplement à détruire leur emploi. C'est également totalement vrai sur les sujets agricoles et agroalimentaires. C'est notamment totalement vrai parce que l'on voit arriver dans nos assiettes, on voit arriver dans les étals des supermarchés des produits qu'aucun agriculteur français ne serait autorisé à produire chez nous. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Et puis le dernier point, des grands mensonges européens, ambiants. Je ne suis pas sûr que notre gouvernement actuel en soit totalement indemne. C'est l'idée de la fuite en avant technologique. Alors j'en avais un exemple hier, je préparais avec des spécialistes
mon intervention d'aujourd'hui, ils m'ont dit mais il faut que tu alertes la presse agricole sur le fait qu'il y a en train de monter l'application des normes IFRS aux exploitations agricoles. Alors les normes IFRS, c'est la valeur de marché. Ça veut dire que chaque année, chaque trimestre même, dans la comptabilité des exploitations agricoles, il faudrait calculer et comptabiliser à leur valeur de marché tous les actifs. C'est totalement aberrant. Ça a ravagé l'industrie, ça a ravagé une partie de nos services publics. Je dois vous dire que dans une vie précédente, j'ai assisté la Poste, parce que la Poste a dû valoriser à sa valeur de marché la totalité des bureaux de poste. Vous imaginez l'exercice, ça vaut quoi un bureau de poste? Comme si on allait le vendre le lendemain. Bref, s'il faut appliquer ça à l'agriculture, je ne vous dis pas les effets terrifiants sur la rentabilité des exploitations. Deuxième grande illusion avec laquelle nous voulons rompre, j'évoquais l'idée des prix mondiaux des matières premières agricoles, c'est l'idée que les terres seraient un marché comme les autres. Non, les terres ne sont pas un marché comme les autres et nos terres ne sont pas à vendre au plus offrant. Non, la vie, ça n'est pas un bien comme les autres. Et nous nous engageons à lutter contre la brevetabilité du vivant qui fait que nous sommes tout doucement, et nos agriculteurs et nos exploitants sont tout doucement expulsés des espèces végétales et animales endémiques, celles qui se sont adaptées depuis des siècles, des milliers d'années au changement du climat local. Ils en sont tout simplement dépossédés par les brevets déposés sur ces espèces, par l'interdiction de commercialiser en dehors des espèces cataloguées ou brevetées. Pour celles et ceux qui connaissent le sujet des variétés population et le sujet de la liberté du commerce des semences est devant nous et nous entendons nous prononcer sur ce sujet. Alors que faire? Après ces grands principes et après cette mise en garde, que faire? J'en viendrai ensuite à la PAC, mais de manière très générale. La première chose qui nous anime est cette conviction. Passer du désaménagement des territoires actuels à l'aménagement du territoire, ça veut dire que sur le territoire, il y a des agriculteurs et des exploitations agricoles qui vivent de leur production. Nous ne croyons pas au mythe largement développé sous l'égide de la Commission européenne des services à caractère touristique ou d'entretien territorial. Très clairement, les agriculteurs doivent vivre de leur production. La seconde chose est que le marché intérieur est la clé de tout. Et sur le marché intérieur, il doit être possible à un État, il doit être possible à la France de disposer de systèmes d'aide contracycliques. Il doit être possible de disposer d'aides réellement proportionnées à l'activité de l'exploitant et pas à la captation de rente par la propriété de terres inexploitées. Bref. Le troisième point, c'est de rester attaché à un modèle social qui n'exclut pas l'entreprise ou la grande entreprise agricole, mais qui est fondé sur la propriété de l'exploitant. Cela, ça signifie des dispositifs d'aide à l'installation des jeunes, mais cela signifie aussi des dispositifs qui permettent d'éviter ou de limiter les intégrations abusives. Pour le dire très directement, nous ne supportons pas la situation où ceux qui étaient des propriétaires exploitants libéraux deviennent des prolétaires, des chimistes, des semenciers, etc., etc. Dernier point, non, avant-dernier point, pour nous absolument essentiel, la composante quantité va être de plus en plus à nuancer par la composante qualité et qualité sanitaire. De plus en plus, l'alimentation, c'est la santé. L'alimentation, c'est la vie longue et c'est une vie heureuse. Je pourrais développer très longuement ce sujet, j'ai publié là-dessus. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, on assiste aujourd'hui à une réduction d'espérance de vie, jamais vue dans les pays développés, simplement parce que la processed food, la nourriture industrielle, ce qu'on commence à prévoir demain, la smart food, sans plus de contact avec la terre, pilotée à objets intelligents, pilotée par l'intelligence artificielle, ben c'est ce qui produit l'obésité, c'est ce qui produit les effets d'addiction qui provoquent les maladies cardiaques et, je n'hésite pas à employer le mot, la dégénérescence, notamment des classes populaires qui sont les plus exposées à cette nourriture qui n'a plus aucun rapport avec la terre, avec les éléments, avec le climat. Tout simplement, nous refusons cela sur nos territoires. Et nous restons dans le grand projet qui était le projet gaullien,
que j'ai bien connu en tant que breton, à l'époque initié à ces sujets par M. Gourvenec, une nourriture de qualité à prix abordable pour tous les Français. C'est l'objectif que nous nous proposons de poursuivre, étant persuadé que c'est l'excellence de nos produits agroalimentaires, excellence partagée et par l'agriculture conventionnelle et par l'agriculture biologique, qui fera notre force à l'exportation. Alors je n'aurai un dernier volet plus concret. Premier point, naturellement, sécuriser la PAC. Sécuriser ce qui nous vient de la PAC, à un moment où la contribution française est augmentée, et refuser ces sortes de détournements ou de débordements institués par la Commission européenne en catimini, qui veulent par exemple qu'une partie des aides aux agriculteurs soit détournée pour être versée à l'aide aux migrants s'installant dans les campagnes. Nous avons refusé de voter, je voudrais revenir sur ce point qui peut-être va susciter des questions chez vous. Le groupe a refusé de voter 3 rapports et 3 propositions dans la commission sur les sujets agricoles pour une raison bien simple. Il s'agit de ne pas lier les mains au futur Parlement. Et nous considérons que des engagements sans budget, pris dans un Parlement qui vivait ces derniers jours, donc sans réellement débat et examen sur le fond, ça n'est tout simplement pas convenable. Voilà pourquoi tout récemment nous avons voté en Comagri contre 3 des rapports qui étaient proposés, en disant c'est au nouveau Parlement d'en décider et d'examiner sur le fond ces questions. Deuxième point, évidemment, sécuriser l'exercice économique. J'ai évoqué les aides contracycliques, mais j'ai évoqué le fait que les aides à l'activité ne sont pas un mot tabou et qu'à cet égard, il faut en finir avec un aveuglement idéologique qui a paralysé un certain nombre d'efforts vitaux en faveur d'une grande stratégie agricole et qui est lourdement ressenti et par les éleveurs et par les producteurs. Troisième point, sécuriser notre marché intérieur. Et à cet égard, 2 dispositions essentielles. Je vais évidemment vite. Le premier, c'est sanctuariser nos appellations d'origine. Les appellations d'origine, les circuits courts, les productions de proximité, c'est la clé de l'excellence. Or, j'observe que dans tous les domaines, nous faisons face à une offensive juridique extraordinairement bien construite pour qu'on puisse produire du champagne en Californie, pour qu'on puisse produire du Roquefort en Roumanie ou je ne sais où encore, bref, en finir avec les appellations d'origine. La grande chance que nous avons eue, nous, Français et nous, Européens, dans le traité commercial avec le Japon, c'est que le Japon est tout aussi attaché que nous aux marques d'origine. Je ne vous le cache pas, ça n'est absolument pas le cas de nos amis américains qui ne rêvent que de détruire nos appellations d'origine. Il faut se battre pour exclure l'agriculture de l'ouverture des négociations d'un traité de libre-échange transatlantique. Sinon, nous n'y survivrons pas et c'est un élément de notre indépendance et de notre puissance qui sera réduit à rien. Et puis le deuxième point tout à fait précis, j'étais choqué d'entendre les éleveurs me dire que dans la restauration collective, les maisons de retraite, les hôpitaux, les cantines des écoles, entre 70 et 80% de la viande est importée de l'extérieur de la région et de la France. Ça ne nous semble pas tolérable et il faudrait que des dispositions arrêtent le fait que, par exemple, 50 ou 60% de la viande servie en restauration collective soit obligatoirement d'origine française et peut-être même, de préférence, élevée et abattue dans la région où elle est consommée. Dernier point, aller sur les marchés extérieurs. J'ai parlé d'indépendance, ce qui veut dire que l'on sache aider ce qui doit l'être pour assurer notre indépendance alimentaire partout où c'est possible. C'est notre excellence qui fera notre qualité à l'exportation et nous devons sortir de cette illusion de la quantité au prix le plus bas. J'observe avec intérêt à quel prix nos amis espagnols parviennent à vendre le kilo de porc quand il s'appelle pata negra. J'observe avec intérêt à quel prix nos amis italiens parviennent à vendre un kilo de charcuterie ou un kilo de fromage. Et j'observe que l'excellence, par exemple, de ma région d'origine, l'excellence de la filière laitière en Bretagne, l'excellence de la filière porcine, ne se paie pas. Donc nous avons une conviction absolue, c'est que nos normes sont parmi les plus exigeantes du monde. Les conditions d'élevage, les conditions de production sont parmi les meilleures au monde. Nous avons la conviction qu'il faut les valoriser, toujours avec les appellations d'origine, mais toujours avec des exigences en matière de prix
et en matière de réputation qui doivent nous conduire à exclure de nos marchés des produits déficients qui coûtent doublement. Qui coûtent doublement parce qu'ils prennent des parts de marché à nos exploitants nationaux, mais qui coûtent aussi parce qu'ils dégradent l'image des produits que l'on trouve en France. Les restaurateurs ont maints exemples de cela. J'ai essayé d'être bref. Je terminerai sur un dernier point pour l'innovation. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle, je ne crois pas que la smart food, ce soit l'innovation la plus intéressante. Il est très clair que l'agriculteur produit ce qui sert à nourrir la population humaine, mais il est aussi très clair que l'agriculteur fournit des services, notamment en termes de captation de CO2. Et je vous livrerai simplement 2 idées innovantes. L'une d'elles, au moins, se trouve dans le manifeste que nous avons diffusé lundi dernier à Strasbourg. 2 idées innovantes, c'est que si l'industriel doit payer pour la tonne de CO2 qu'il émet dans l'atmosphère, je ne vois pas pourquoi le propriétaire de forêt, je ne vois pas pourquoi le propriétaire de terre et de culture qui capte le CO2 ne serait pas rémunéré pour le service qu'il rend à la collectivité. On est en train d'aller, il ne faut pas s'y cacher, sur un marché de l'air. Les industriels paient, vous savez qu'on considère que dans un certain nombre d'années, il faudra qu'ils paient 100 € par tonne de CO2. Je ne vois pas pourquoi ces 100 € n'iraient pas à celles et à ceux qui entretiennent la terre et qui entretiennent la captation du CO2 par les végétaux et par la biodiversité qu'ils entretiennent. Et puis le dernier point, lui aussi tout à fait innovant, j'observe avec beaucoup d'intérêt la course au brevet sur le vivant. Et j'observe avec beaucoup d'intérêt le fait qu'un certain nombre de très grosses multinationales, notamment américaines, allemandes et de plus en plus chinoises, sont en train de multiplier les brevets sur le vivant de telle manière qu'aucune espèce végétale ou animale, vous ne puissiez plus l'exploiter sans leur payer une redevance. Eh bien, je considère pour ma part que nos espèces endémiques, les espèces de nos territoires, devaient être la propriété de la collectivité tout entière. Et à cet égard, je pense qu'un fonds souverain du vivant, en France ou en Europe, devrait utilement être monté et rapporter des redevances par son exploitation à tous les exploitants agricoles. Voilà, j'ai peut-être été un tout petit peu long, voilà les grandes lignes de l'action que nous entendons développer, et naturellement, sous réserve de mes faibles compétences, je suis disposé à répondre à vos questions. Merci. Alors, qui commence? Bonjour, Mathieu Robert de la presse. J'ai pas compris ce que vous appeliez smart food. C'est smart agriculture ou c'est l'agroalimentaire? Non, smart food, ce sont des produits alimentaires dont la croissance, la maturité est totalement contrôlée sur le modèle des objets connectés et par des dispositifs d'intelligence artificielle. C'est l'idée qu'on va arriver au produit parfait, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont exploités. Le produit parfait étant celui qui répond au cahier des charges du distributeur. Et je disais que cette smart food, qui peut conduire à une nouvelle étape dans la sortie du sol, dans l'artificialisation, ne me paraît pas l'innovation la plus intéressante du moment. Bonjour. C'est une question sur le budget de la PAC. Donc, est-ce que vous souhaitez le sanctuariser ou l'augmenter ou le diminuer? Et une partie de ce budget est, je repose ma question chaque fois sur le bio, le verdissement. Est-ce que ça aussi c'est sanctuarisé? Alors sanctuariser le budget de la PAC, j'ai dit sauver et préserver, donc je vais vous répondre oui. Nous sommes très prudents sur le sujet du verdissement. À des exploitations dont certaines sont en difficulté, on est en train de rajouter des charges puisque les contrôles qui sont nécessaires et les obligations qui vont incomber aux agriculteurs risquent de peser encore un peu plus sur le compte d'exploitation. Et donc la question que nous posons est, est-ce que c'est le bon moment? Comment ça va être fait? Parce que nous avons assez peu de précision dans le détail sur la manière dont ce verdissement et la certification qui y est associée vont être réalisés. L'idée d'ensemble, pourquoi pas? La réalisation en ce moment et dans les conditions actuelles nous paraît pour le moins périlleuse. Pardon. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous n'avez pas expliqué comment vous êtes rentré dans les questions agricoles? Bon, on connaît monsieur Loiseau, vous travaillez sur ça par exemple, mais on ne connaît pas votre parcours. Deuxièmement, est-ce que vous pourriez revenir sur le fonds souverain? Vous avez juste dit 2 mots, je n'ai pas compris l'élément du sujet. Et le troisième point, vous dites que, bon, vous parlez des migrants qui viennent dans les villages,
Ceci dit, le monde agricole a besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de migrants viennent du monde rural, sont prêts à travailler immédiatement si on leur donne des papiers et occuper de l'emploi que les Français ne veulent pas forcément occuper. Alors pourquoi avoir le plaisir de venir aujourd'hui vous parler des sujets agricoles? Je l'ai dit, je suis breton mais à Malétroit dans le Morbihan. J'ai travaillé pendant presque une trentaine d'années, j'ose à peine le dire, essentiellement avec des organisations agricoles dans le monde coopératif et mutualiste, donc pour des coopératives, pour des banques mutualistes, les crédits agricoles, crédits mutuels, banques populaires, etc. Et puis aussi beaucoup avec des acteurs de terrain, si je cite la SICA Saint-Paul, si je cite Produits en Bretagne, si je cite en gros le monde agroalimentaire breton, beaucoup dans le sud-ouest également, et puis dans quelques autres régions de France. Donc c'est ce qui fait que je me sens proche de ce monde. Et plus particulièrement proche du monde coopératif et mutualiste. Et puis la deuxième question sur le fonds souverain. Pardon de prendre une minute pour l'expliquer parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Ce qui a libéré des bras par millions, mais aussi la plus grande misère qu'ait connue l'Europe, c'est ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures en Grande-Bretagne, qui fait que celles et ceux qui avaient le droit de laisser paître quelques bêtes, d'aller glaner dans les champs et tout, se sont vus totalement privés de l'accès au grand territoire réservé aux moutons pour la laine. Ça fait que des millions de pauvres Britanniques se sont entassés dans les villes, et c'est ça qui a fait la main-d'œuvre des filatures, des mines, etc. Et c'est ça qui a permis le développement industriel dans des conditions atroces. Nous vivons une nouvelle époque des enclosures. Nous vivons une nouvelle époque de l'expulsion de nos terres. Je vais donner simplement 2 ou 3 exemples. Le premier que vous connaissez certainement mieux que moi, c'est la réelle menace de voir des banques et des fonds d'investissement devenir massivement propriétaires du foncier agricole, en raison des problèmes de transmission qui seraient considérablement accrus par l'application des normes IFRS. Premier point. Le deuxième point, c'est, et ça aussi vous le connaissez beaucoup mieux que moi, c'est l'encadrement quelquefois délirant de l'agriculteur par toutes celles et tous ceux qui savent beaucoup mieux que lui ce qu'il va produire, comment il va le produire, avec quels intrants, quels pesticides, quels phytos, etc., etc. Quelque part, c'est une expulsion de sa liberté d'agir. Et le dernier point, c'est l'expulsion du vivant, et c'est celui que j'évoquais. Pour ne pas les citer, des firmes comme Bayer et BASF déposent par milliers des brevets sur le vivant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont breveté une particularité d'un organisme vivant, toute modification ou toute reproduction peut être l'objet de péage. Le meilleur exemple, c'est le système OGM de Monsanto. C'est pourquoi nous proposons qu'un fonds souverain soit, de par la loi, propriétaire des caractères génétiques des variétés endémiques de notre nation et de nos régions, que la privatisation de ces caractères génétiques soit exclue et que les bénéfices à tirer de leur exploitation quelque part reviennent à la communauté nationale. J'espère avoir été clair. Bénéfice de quoi? Que les bénéfices tirés de la vente de ces propriétés du vivant aillent à la communauté nationale. Je vous donne quand même un exemple qui est trop peu cité dans la presse. C'est un établissement chinois qui a acheté la totalité des caractères génétiques de la population islandaise. Parce que la population islandaise est à peu près exempte de certains cancers, est assez largement exempte d'obésité, etc. Donc les Chinois financent le système hospitalier et médical de ce pays, mais ils achètent les caractères génétiques de la population, parce que s'ils découvrent, je dis n'importe quoi, qu'une partie de cette population est résistante au cancer, ils vont analyser ce qui rend cette partie de la population résistante au cancer, et ils auront des royalties sous toute utilisation de ce principe. Là, on est très clairement dans la privatisation du vivant. Et c'est en train de se passer à grande échelle dans l'agriculture. Je ne voulais pas revenir sur les problèmes de variété population et de libre-échange et de libre commercialisation des semences, mais vous en avez des exemples multiples autour de vous. Troisième question sur la... Alors la dernière question sur les migrants, je vous entends tout à fait. Je ne suis pas opposé au principe, je souhaite simplement qu'il soit choisi. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est largement imposé. S'il y a un village qui meurt, si une collectivité... Je rentre d'une région où on voit s'effondrer les uns et les autres les murets qui tenaient la terre en montagne, et la réflexion des habitants, c'est notre village meurt si seulement des gens pouvaient venir. S'ils le souhaitent, pourquoi pas accueillir des migrants? Ce qui ne nous semble pas convenable, c'est la méthode actuelle
qui impose, c'est les consignes données au préfet de récupérer des bâtiments vides pour y placer sans consultation de la population des migrants. Puis c'est le fait que vous connaissez certainement, comme moi, une partie certes s'intègre, travaille, et j'ai envie de dire participe au projet national, et dans ce cas-là c'est très bien. Une partie, j'en avais des exemples, suscite une relative colère de la population en étant hébergée, financée et quelquefois mieux traitée que la population d'origine sans aucune contribution locale. Donc c'est juste un problème de démocratie et de choix. Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez, enfin, je ne sais pas m'avoir compris ou m'interpréter, mais en gros, essayer de défendre un petit peu les signes de qualité, les AOP, les AOC. Donc ce serait une orientation de la PAC pour aider plus spécifiquement ces productions-là. Est-ce que je dois comprendre qu'il y a ça derrière? Et puis qu'en est-il du modèle breton qui, ne produit quand même pas que des AOP, on l'a vu, en matière de volaille de porc notamment? Je refuserai toute agression contre le modèle agro-industriel breton. Pour le dire tout de suite, je ne vais pas me fâcher avec mes amis éleveurs de porc. Non, pas très long qu'on a fait fausse route. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler, disons, beaucoup en Chine depuis beaucoup d'années. Très clairement, tenez, je vais vous raconter une anecdote. J'étais récemment à l'ambassade de Chine à Paris. J'ai rencontré un jeune haut fonctionnaire qui a dû faire l'ENA à titre étranger et qui disait: vous n'imaginez pas la partie de mon budget qui est consacrée à acheter de la nourriture de qualité pour mon fils qui a 8 ans, qui est à Pékin. Et je vous assure les yeux dans les yeux qu'il a dit ça. Moi j'ai 40 ans, je sais que j'ai été nourri avec de la nourriture qui nous empoisonne. Et nous savons, les gens de mon âge, qu'on va développer des cancers, qu'on va développer des maladies parce qu'on a mangé n'importe quoi. Je ne veux pas que mon fils mange la même chose, donc aux fonctionnaires, on se donne les renseignements sur la meilleure qualité des aliments qu'on peut trouver, qu'on fait venir de l'étranger, et il dit, il y a des mois, ça me coûte pratiquement le tiers de mon budget. C'est ce qui se passe pour le lait pour les enfants, les usines de Carhaix, et puis le projet un peu compliqué en Normandie. C'est ce qui se passe sur un certain nombre d'autres produits, par exemple, de contact sur les fruits et légumes. Vous avez nombre de pays dans le monde où celles et ceux qui en ont les moyens, et là je dis qu'il y a des inégalités qui sont en train de se creuser également en France, mais qui sont sidérantes par exemple aux États-Unis ou en Chine, où du bio ça peut être 3 fois le prix de la nourriture ordinaire. Je dis que l'excellence française a quelque chose à jouer dans ce domaine, et mon sentiment est que nous n'avons pas joué toutes les cartes que nous avons. Nous ne sommes pas assez conscients quand on fait de l'agribashing, je m'élève contre, y compris l'agriculteur conventionnel en France, a les normes les plus exigeantes du monde. L'agriculture la plus conventionnelle en France, c'est un bonheur par rapport à ce que produisent les feedlots américains, c'est un bonheur par rapport à ce que produisent des fruits et légumes, y compris dans l'Est de l'Europe, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, ne crachons pas dans la soupe. Nous devrions, nous tous Français, être porteurs de l'idée que nous bénéficions d'une nourriture exceptionnelle, et nous bénéficions d'une seconde chose qu'on ne dit pas assez, c'est que les écarts de prix entre la nourriture, je dirais que l'on trouve partout, et une nourriture un peu plus exigeante en conditions de production, les écarts de prix la rendent à peu près accessible à tout le monde. Je vais vous donner l'exemple d'un gestionnaire de fonds français parti à Boston. Il essaye de ne nourrir sa très jeune famille pratiquement que des meilleurs produits bio. Le rapport de prix est de 1 à 3, 1 à 5. C'est pas ce qu'on a en France. Et je trouve qu'on ne le vend pas suffisamment. On a un atout incroyable dans le monde avec ça. Nos marques font rêver le monde. L'émotion qui a été suscitée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est aussi ça. Les marques françaises font rêver partout dans le monde. Et je pense que l'on n'a pas fait tout ce que l'on pourrait pour en tirer le meilleur parti. L'exemple du kilo de cochon espagnol ou du kilo de cochon italien fait toujours mal à mes amis bretons. J'ai une hésitation parce que vous avez parlé de verdissement, vous êtes dans le détail de la PAC, vous êtes toujours pour une PAF. Oui, la PAF, c'est la contribution française à la PAC. Simplement, il n'y a pas de stratégie européenne. Très clairement, l'Europe, c'est un vide stratégique. Le président du MEDEF vient de déclarer l'Europe, c'est l'idiot du village mondial. Ça veut dire que la PAC, c'est pas une stratégie de puissance, c'est pas une stratégie de performance, et quelque part la PAC, trop souvent, c'est une reddition aux fictions que j'ai évoquées, la fiction d'une concurrence, de marchés mondiaux, etc., etc. Donc nous considérons, et c'est pourquoi certains emploient le mot politique agricole française, nous considérons que les stratégies, elles se font au niveau des États-nations, parce que c'est là que se font les identités, se font l'unité des peuples,
et que donc la France doit définir des stratégies pour son agriculture et elle doit en obtenir l'aide et le soutien au niveau de la PAC. Mais ça se passe dans cet ordre-là. Oui. Pas sortir de la PAC. Non, non, pas sortir de la PAC. Ça va changer depuis. Il me semblait que le présidentiel, vous étiez pour sortir de la PAC, non? Écoutez, alors je vais vous répondre aussi clairement que je le peux. Je n'appartiens pas au parti Rassemblement National, donc je ne saurais avoir aucun engagement et aucune connaissance sur ce qui était dit au moment des présidentielles. Une petite question venue, vous avez parlé de M. Gourvenec. Oui. Son influence sur votre façon de réfléchir à l'économie agricole, vous êtes aussi libéral que M. Gourvenec? Si vous me permettez, cette question ne me rajeunit pas tout à fait. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, Gourvenec, c'est un phénomène français quand même de réussite, puisque c'est le fils d'un ouvrier agricole, de M. Decaland d'ailleurs, présent à l'UMM, qui a pris d'assaut la sous-préfecture de Morlaix à 18 ans, totalement formé par les jeunesses agricoles chrétiennes, par le monde coopératif et mutualiste, qui est devenu le fondateur de Brittany Ferries, le plus gros éleveur de porc français, le président de la SICA Saint-Paul, et qui a eu une très grande intelligence, c'est de ne jamais solliciter un mandat politique. Alors pour vous répondre clairement, non, le modèle de Gourvenec, manifestement, n'est plus le nôtre et n'est plus le porteur de l'avenir. Considérons bien quand même que ce qu'a fait l'agriculture française dans les années 60 ou 70, avec les injonctions et le soutien total des préfets, les normes, on s'assoit dessus, produisez à bas prix pour toute la population, ça a été quand même un facteur considérable du confort des classes moyennes françaises dans les années 70 et 80. C'est des gens comme Gourvenec, c'est des gens comme Alain Glon, c'est des gens comme d'autres, les grands bretons de l'agroalimentaire, qui ont permis à toute la population française d'avoir une nourriture de qualité à bas prix. Ce qui n'est absolument pas le cas, je le répète, dans des pays plus libéraux comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. On a un sinistre en termes de santé humaine dû à l'alimentation industrielle. Une dernière. Oui, bonjour, Jean Micha, vous avez parlé d'une sanctuarisation du budget de la PAC. Oui. Si les Britanniques s'en vont, il va y avoir un trou. Est-ce que vous êtes pour une augmentation de la contribution des États? Comment allez-vous trouver? Vous avez tout à fait raison. D'abord, aujourd'hui, la sortie des Britanniques n'est pas acquise, puisque je voyais, c'était les nouvelles de ce matin, que dans les paris, la majorité vient de se renverser. Les paris considèrent que la Grande-Bretagne ne va pas sortir de l'Union européenne. Donc c'est une réponse en matière de faux fuyants. Il est évident que si la Grande-Bretagne s'en va, il y a une perte, il y a une diminution du budget. Je ne suis pas sûr que notre position soit, dans un premier temps au moins, l'augmentation des contributions des États. Je suis sûr que notre position sera, il faut remettre à plat un certain nombre d'éléments dans la PAC. C'est pourquoi nous n'avons pas, je le répète, voté en Comagri les 3 rapports qui étaient proposés. Il faut aller au bout du bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas? Il faut aller au bout des ambitions ou des affirmations nationales. Par exemple, pour dire que l'utilisation de travailleurs détachés ou la course au prix le plus bas des salariés sur lesquels l'Allemagne a construit des réussites agricoles n'est pas toujours très convenable. Bref, il faut remettre les choses à plat. C'est un préalable avant d'envisager une quelconque augmentation de notre contribution à la PAC. Et puis par ailleurs, j'aurais à l'oreille le mot de Mme Thatcher, « I want my money back ». Je vois, et nous voyons avec quelque inquiétude, le fait que la contribution de la France augmente, alors que ce qu'elle retire de la PAC, non seulement n'augmente pas, mais risque de diminuer. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.